veulent infiltrer la France avec les mairies, les universités, les médias, les partis, les associations. Alors, on a eu, il y a quelques instants, un excellent conférencier qui s'est exprimé en longueur pour expliquer pourquoi l'archipel, la France était devenue un archipel avec l'effondrement de la jambe droite et de la jambe gauche, c'est-à-dire en ce qui concerne la jambe droite l'Église catholique et en ce qui concerne la jambe gauche le Parti communiste. Et tout ça avait été remplacé, tous ces îles qui disparaissaient avaient été remplacés par des îlots qui émergeaient. Parmi ces îlots émergents, il a dit sur la fin de sa conférence, il y a l'islam, avec l'immigration, il a pris l'exemple des nombreux prénoms musulmans qu'il y avait maintenant 19% en France. Et derrière ça, on ne peut pas faire vraiment le lien, mais il est vrai qu'il y a ce danger dont on parle beaucoup et que vous évoquez avec précision dans votre ouvrage, sur les Sifawi, les frères musulmans, c'est-à-dire l'islamisme politique. Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour un sujet si complexe et qui, évidemment, nous amène à essayer d'aborder dans sa complexité. Et je commencerai par dire la chose suivante. L'une des erreurs qui sont faites par les différents observateurs français, c'est de considérer que l'analyse autour de l'islam politique doit être une analyse strictement franco-française, alors que nous sommes face à un phénomène international qui est aussi d'une certaine façon une conséquence directe de la mondialisation, qui effectivement a pénétré les couches de la société française, entre autres à travers l'immigration, essentiellement, puisque certes, les hommes circulent plus ou moins librement depuis un certain nombre d'années, mais les idées aussi, y compris celles qui ne sont pas forcément compatibles avec le corpus démocratique et, s'agissant de la France, en tout cas républicaine. La question de l'islam politique, il faut donc la lire, l'interpréter, la décrypter dans son environnement international, mais aussi dans son histoire. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai tenu à rappeler les deux histoires. Il y en a deux s'agissant de la France. Il y a la grande histoire, l'histoire de l'islam politique, déconnectée de la réalité française, et il y a l'histoire de l'islam politique en France. Comment il a prospéré, comment cet islam politique a pu pénétrer les couches de la société française, tant et si bien qu'il a pu, in fine, séduire, y compris des gens qui n'étaient pas de culture musulmane, c'est-à-dire des personnes issues parfois, y compris de milieux catholiques, pour avoir suivi un certain nombre de dossiers, et parfois des familles, y compris très conservatrices, ont vu certains de leurs enfants aller vers l'islam politique. Et quand on parle de l'islam politique, on parle non pas d'un sujet qui formerait ou qui serait formé d'un groupe homogène et monolithique. On parle d'un spectre qui est composé de plusieurs courants, de plusieurs groupes, parfois antagonistes. Et quand on parle d'islam politique, on déplaise à certaines voix, on ne parle pas d'islam. On parle d'islam de façon indirecte, mais on ne parle pas d'islam de façon, je dirais, où l'on expliquerait l'histoire sacrée ou sacralisée de l'islam. L'histoire de l'islam politique vit ou a vécu à côté de celle de l'islam, mais elle s'est autonomisée d'une certaine façon, elle a généré ses propres idéologues, ses propres théoriciens, ses propres penseurs, ses propres écoles de pensée. Et je commencerai par ça, parce qu'il y a une mise en perspective, et je dirais une contextualisation historique à faire. L'islam politique tel que nous le connaissons aujourd'hui est le produit d'une école de pensée qu'on appelle le hanbalisme, qui est l'une des 4 écoles juridiques qui sont nées après, je dirais, la mort du prophète, et bien après la mort du prophète, quand le corpus a commencé à se fixer. Et cette école, je vais passer très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, est considérée comme la plus rigoriste. Je ne parle pas de rigorisme uniquement,
Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que l'une des autres erreurs qui, à mes yeux, sont commises, c'est de voir parfois l'islam politique comme un centre-intégrisme. Il ne s'agit pas d'un intégrisme religieux. Ça aurait été beaucoup plus simple, d'une certaine façon. Toutes les religions génèrent un intégrisme. L'intégrisme, c'est une volonté d'être dans une certaine orthodoxie. Il se trouve que l'islam n'a pas d'orthodoxie, parce que la cellule souche, si j'ose dire, très peu de personnes vont véritablement approcher. Et j'en profite pour saluer mon éditeur. Alors, mon voudra, ce n'est pas celui qui a édité ce livre, mais il a édité un autre livre sur un autre sujet. Il éditera le prochain, Jean-François Colossimo, qui a publié, si je le cite, parce qu'il a publié un livre excellent qui a été conçu par des historiens et qui s'appelle Le Coran des historiens. Et justement, ce livre que je suis en train de lire m'alimente d'une certaine façon et me conforte dans ce que je suis en train de vous dire et ce que j'ai défendu depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire d'abord que cette histoire de l'islam politique est totalement déconnectée de la vérité historique de l'islam, puisque cette vérité historique n'est connue qu'à travers des travaux, notamment dans le monde musulman, des historiographes musulmans qui ont magnifié cette histoire. Donc, d'une certaine façon, les musulmans eux-mêmes sont très ignorants de leur propre religion. Et si on arrive à cette situation, c'est aussi parce que l'islam politique a pu, je dirais, se mouvoir dans un champ d'ignorance. Alors, je vais faire une ellipse. Je vous parlais de l'école hanbalique qui a généré d'une certaine façon le corpus initial qui a donné lieu par la suite, notamment à partir du XIXe siècle, à ce qui sera appelé l'islam politique, et qui a fini, au cours du XXe siècle, par se matérialiser dans l'islam sunnite par deux écoles de pensée qui nous posent de grands problèmes aujourd'hui encore, qui sont le wahhabisme, incarné par l'Arabie saoudite, et les frères musulmans, donc confrérie née en 1928 en Égypte. Et ces deux pensées qui sont aujourd'hui un peu en guerre, mais qui ont été longtemps des compagnons de route, et je dirais même très complémentaires, ont véritablement phagocyté la pensée musulmane. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, le normatif islamique est constitué par la pensée islamiste. C'est aussi terrible que cela puisse paraître, c'est une réalité que beaucoup, évidemment, dans les pays musulmans, ne veulent pas voir. Il y a eu une islamisation totale et presque complète des couches de société musulmane sur la base de lecture qui émane d'une seule pensée, celle qui est produite par l'école hanbalique, qui a produit cet islam politique qui est à la fois belliqueux, qui est totalement incompatible avec la modernité, quoi qu'on puisse en dire, et qui est incarné, je le rappelle, par ces deux courants que j'ai cités tout à l'heure, et qui sont eux-mêmes sponsorisés par deux États, l'Arabie saoudite et le Qatar. On a aujourd'hui encore un troisième larron qui est venu sur le greffé, c'est la Turquie. Mais bon, juste pour on est dans les mots. Enfin, je voulais faire une petite introduction. Le salafisme, ça englobe les deux, c'est différent. En vérité, le salafisme, pour le définir, c'est, du point de vue de ses concepteurs, l'islam tel qu'il a été pratiqué, ou tel qu'il aurait été pratiqué durant les 3 premiers siècles de l'islam, donc le 7e, 8e et 9e siècle. Donc, évidemment, ce salafisme puise ses sources, notamment, je dis bien notamment, dans cette école de pensée que j'ai citée, le hanbalisme. Il se trouve qu'au XIXe siècle, il y a eu un mouvement dit réformateur, réformiste, qu'on a appelé Nahda, la Renaissance, et ce mouvement a effectivement produit deux personnalités assez importantes qui ont essayé d'allier modernité et islam, qui sont Jamaluddin Afghani et Mohamed Abdou, mais un troisième est venu s'ajouter à eux, Rachid Rida, qui lui est apparu comme étant quelqu'un qui a effectivement suivi les enseignements qui ont été prodigués par ces professeurs, ces deux professeurs que j'ai cités,
mais qui, après la mort notamment de Mohamed Daoud en 1905, s'est autonomisé et a lui-même produit une pensée qui a rejoint ce que produisait le wahhabisme saoudien déjà à partir du XVIIIe siècle. Et il a commencé à construire des ponts. Et donc, on a appelé le salafisme ce wahhabisme créé au XVIIIe siècle et qui va constituer le ciment de l'Arabie saoudite plus tard. Et on a appelé aussi le salafisme cette pensée des frères musulmans, mais en ajoutant, en tout cas certains islamologues le pensent, je crois en tout cas que ceci est vrai, qu'il s'agirait, de leur point de vue, évidemment, de leur point de vue, d'un salafisme réformé, soi-disant adapté. Et alors, je m'arrêterai 30 secondes sur le mot réforme. En islam, le mot réforme, en tout cas quand je dis en islam, dans le monde musulman aujourd'hui, mais notamment chez les islamistes, le mot réforme n'a pas le même sens que l'on peut, que celui qui est privilégié en Occident. Le mot réforme chez les islamistes veut dire renouvellement, adaptation du corpus à une réalité sociologique, historique, conjoncturelle, enfin. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas une rupture et encore moins une modernisation. Donc, évidemment, beaucoup de frères musulmans aujourd'hui se targuent d'être les continuateurs d'un mouvement dit réformiste. Mais en vérité, ils s'inscrivent dans une logique que tous les sachants de la chose islamiste connaissent. Il y a un mot en arabe très précis qui s'appelle tajdid, la rénovation. Et en vérité, les islamistes prétendent qu'à chaque siècle, il y a un rénovateur qui arrive. D'ailleurs, quand on voit l'histoire de la mouvance islamiste, on s'aperçoit que à chaque siècle, quasiment, ou chaque cinquantaine d'années, il y a une personnalité qui se distingue, qui s'illustre, et qui va essayer d'adapter le corpus islamiste. Alors, en taillant un petit peu à la marge, passez-moi l'expression, mais sans toucher les fondamentaux, et l'adapter à une réalité, sociologique, là aussi, culturelle, temporelle, et j'en passe. Et donc, on a des noms, effectivement, quelqu'un comme Mohamed Ibn Abdel Wahhab, le fondateur du wahhabisme, est considéré comme un réformiste, selon une certaine lecture. Hassan Banna, le fondateur des frères musulmans, est perçu comme un rénovateur, un réformiste. Réformiste ne veut pas dire progressiste par rapport à la. Absolument. On aurait beaucoup avancé si c'était malheureusement. Les réformistes sont plutôt dans une logique de quête, de marche arrière, plus que de marche en avant. Bon. Mais disons que pour revenir à la France, la question qu'il faudrait garder à l'esprit, c'est comment on en est arrivé là. Comment aujourd'hui, pour revenir à des débats que vous connaissez, des polémiques, des disputes que nous connaissons tous, comment on en arrive là. Là aussi, pardonnez-moi, parce qu'on n'aura pas le temps de tout développer, mais de faire une ellipse, c'est de dire la chose suivante. D'abord, j'ai parlé de phénomène mondial, j'ai oublié de vous dire que c'était un phénomène européen aujourd'hui. L'islam politique arrive à travers les frères musulmans durant les années 50, d'abord en Allemagne, ensuite en Suisse, ensuite en France et en Grande-Bretagne, parce qu'il y a une forte répression, notamment en Égypte, au lendemain du coup d'État qui va amener les officiers libres égyptiens à la tête du pouvoir. Et donc, à partir de là, il y a eu une confrontation entre Nasser et les frères musulmans, et les frères musulmans ont été évidemment subi une vague de répression, d'emprisonnement, qui les a amenés à s'exiler. Il y a eu plusieurs vagues de répression. L'une des plus importantes a eu lieu au milieu des années 50, la deuxième au milieu des années 60, et par la suite, il y a eu aussi durant les années 70. Mais le plus important, c'est que ces années 50 ont vu un déplacement d'un certain nombre de leaders, dont un certain Saïd Ramadan, père de qui vous savez, qui s'est installé d'abord en Allemagne, ensuite en Suisse, et qui, évidemment, a commencé à diffuser assez vite une pensée qui était celle des frères musulmans. Et là, il faut observer l'évolution.
Au départ, les frères musulmans ne sont pas en Europe pour gêner les gouvernements européens ou occidentaux, loin de là. Ils sont en Europe parce que c'est un cadre démocratique qui leur permet de militer, qui leur permet de se mouvoir, qui leur permet de se réunir et qui leur permet de préparer une reconquête du monde arabo-musulman qui était alors sous domination des pensées panarabistes. Là aussi, incarné notamment par Nasser. Et donc, entre les années 50 jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 70, ils vont rester plus ou moins au-dessous des radars, c'est-à-dire les autorités savaient qu'ils étaient là, mais ils ne représentaient pas une gêne quelconque, bien au contraire, puisque l'une des erreurs majeures des grandes puissances occidentales, c'est d'avoir misé sur ces courants islamistes, pensant que ça allait permettre de fragiliser des courants nationalistes qui avaient le pouvoir dans le monde arabe et ainsi fragiliser ses alliés du bloc de l'Est. C'est une lecture qui était évidemment très court-termiste, dépourvue de toute analyse approfondie et on avait une connaissance. Les Américains en Afghanistan. Plus tard, les Américains vont faire exactement la même chose aux États-Unis, mais j'y viendrai parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est l'évolution pour comprendre la logique de tout ça, comment on en arrive aujourd'hui là. Évidemment, je vais faire très vite. La première association qui se crée en France, l'association des frères musulmans, ce n'est pas l'UOIF en 1983, ça c'est ce qu'on verra par la suite. La première association, c'était l'association des étudiants islamiques de France, qui a été créée notamment autour de la Sorbonne par un certain Hamidullah, qui est un sommité dans le monde musulman, c'est un Pakistanais qui était en France et qui a notamment traduit le Coran, qui avait une certaine aura, et avec un certain Hassan al-Tourabi, le futur fondateur de l'État islamiste du Soudan, ils ont créé avec d'autres, de jeunes étudiants, la première association affiliée à la pensée des frères musulmans. Et je précise, je souligne la pensée des frères musulmans parce que, je ne l'ai pas encore dit, mais ce qui fut en 1928 la confrérie des frères musulmans, ou l'organisation des frères musulmans, ou comme l'appellent certains, la société des frères musulmans, allait très vite dépasser le cadre de l'organisation d'association pour se transformer en véritable école de pensée. C'est-à-dire que souvent, on le voit quand j'avais vu certains de mes confrères essayer de faire des enquêtes sur l'UOIF, par exemple, et les questionner sur leur lien avec les frères musulmans, ils disaient, nous ne sommes pas frères musulmans. Nous sommes frères, oui, nous sommes musulmans, oui, nous ne sommes pas frères musulmans. Prouvez-nous que nous avons un lien quelconque avec la confrérie en Égypte. En fait, on n'en a pas. C'est comme, vous savez, à une certaine époque, il y a eu le communisme. Tous les communistes n'avaient pas leur carte au Parti communiste, parce que le communisme était plus qu'une association, c'est une idée qui n'était pas enfermée dans une association ou un parti politique. Les frères musulmans, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qui est contenu, enfermé dans une association. C'est une pensée. Hassan al-Banna, le fondateur de cette confrérie, a véritablement théorisé. Il n'a pas été le seul, il y en a eu d'autres après, parce que la confrérie a progressé, mais il a été un véritable théoricien qui a donné une vision du monde, mais aussi une vision de l'islam, et qui a préparé d'une certaine façon le terrain à plusieurs générations pour que se fasse un engagement, un véritable engagement politique sur la base de l'islam politique. C'est pour ça d'ailleurs les sciences humaines, les sciences politiques ont commencé à véritablement parler de l'islam politique, parce que ce n'était plus une religion uniquement de leur point de vue, comme le disent souvent les frères musulmans, l'islam, de leur point de vue toujours, est un englobant, pour reprendre leur terme, c'est-à-dire qu'il gère tout aspect de la vie de l'individu et toutes ses démarches, tout son discours, ainsi de suite. Et donc, à partir des années 60 jusqu'aux années 70, les frères musulmans présents sur le territoire national vont être totalement invisibles. Parce qu'il y a eu d'autres préoccupations, et évidemment, ils se vivaient eux-mêmes comme des étrangers. Ils se vivaient comme des étrangers. Ils n'avaient aucune raison de revendiquer quoi que ce soit. C'est que la vie, le monde et l'histoire évoluent, et les temps changent,
cette période allant des années 50 jusqu'à la fin des années 70 leur servait, dans l'ensemble du monde arabo-musulman, à mettre en application leur politique de réislamisation. Il faut toujours garder ça en tête. Il y a eu une véritable transformation du monde musulman à travers un processus de réislamisation. Ce que j'avais commencé à dire en introduction, ça veut dire un changement des normes et même du canon religieux à partir d'une lecture strictement islamiste.